1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Avec l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler, à l'aube du 1er septembre 1939, les derniers espoirs d'empêcher tout conflit avec l'Allemagne sont à jamais balayés. Les tentatives de maintien de la paix par le désarmement ont échoué. La Société des Nations s'est montrée impuissante devant les agressions en Abyssinie et en Chine. La politique d'apaisement face à Hitler a été vaine. La Pologne est le bûcher funéraire de tous les efforts entrepris pour empêcher la guerre. Le 3 septembre 1939, 2 jours après l'agression allemande, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, tenant ainsi leurs engagements vis-à-vis de la Pologne, mais cela n'empêche pas celle-ci d'être envahie. Même à Berlin, l'heure n'est plus à l'euphorie, tant en raison du souvenir des hécatombes de la Grande Guerre que du sentiment largement répandu que des attaques aériennes massives domineront cette guerre. Pour Hitler, la guerre est la seule façon de venir à bout de l'intransigeance polonaise. La Grande-Bretagne et la France sont les derniers freins à ses ambitions. Mussolini, l'allié d'Hitler, n'est pas prêt pour la guerre. Pour l'instant, il se contente d'être spectateur. Staline a signé un pacte de non-agression avec Hitler la veille de la guerre à la suite de l'échec des tentatives de la France et de la Grande-Bretagne de créer un front oriental de revers en s'alliant avec la Russie. Il s'apprête à envahir l'est de la Pologne, mais seulement après la destruction quasi totale des armées polonaises par les Allemands. Comme en 1914, l'Amérique poursuit sa politique d'isolationnisme et Roosevelt déclare la neutralité de son pays. La guerre simultanée sur 2 fronts, à l'est et à l'ouest, a toujours été la plus grande crainte de l'Allemagne. Cette fois, contrairement à 1914, Hitler n'est pas confronté à la menace d'une invasion russe. Néanmoins, il doit mettre rapidement la Pologne à genoux s'il veut être en mesure de contrer avec succès une attaque anglo-française à l'ouest. Dans cette optique, les armées allemandes ont mis au point un nouveau concept pendant les années 1930, la guerre éclair, Blitzkrieg. Les 2 principaux éléments en sont les divisions blindées qui se déplacent rapidement. Elles sont jumelées aux forces aériennes, notamment aux bombardiers en piqué Junker 87, les Stuka.
Ceux-ci sont utilisés comme artillerie aérienne et aident les chars à percer rapidement et à encercler de larges poches ennemies. Ces poches seront réduites par l'infanterie. Mais comme en 1914, les fantassins se déplacent lentement. De grands espaces risquent ainsi de se créer entre eux et les blindés qui progressent en tête. La défense de ces nombreux kilomètres de frontières est le problème majeur de la Pologne. La frontière allemande à l'ouest, mais aussi celle de la Prusse orientale au nord. De plus, depuis mars 1939, les armées allemandes stationnées en Slovaquie représentent une nouvelle menace. Si les forces polonaises ne manquent pas de courage, leur équipement est relativement vétuste. L'armement dont ils disposent est largement dépassé. Dès les premières minutes de l'attaque allemande, le cuirassé Schleswig-Holstein bombarde la forteresse polonaise de Westerplatte dans le port de Danzig. Pendant ce temps, la Luftwaffe attaque les terrains d'aviation dans le but de détruire le plus grand nombre d'avions polonais au sol. L'armée de l'air polonaise essaie de combattre les avions allemands, mais doit payer un lourd tribut. Les bombardiers de la Luftwaffe attaquent les voies de communication, les ponts et les concentrations d'unités. Le peuple polonais fait rapidement l'expérience des horreurs de la guerre moderne. Les blindés allemands enfoncent les défenses polonaises et prennent au piège d'innombrables unités. L'infanterie réduit les poches qui subsistent, tandis que les blindés poursuivent leur pression. Des milliers de soldats polonais sont faits prisonniers. Pourtant, les Polonais continuent à se battre, contre-attaquant là où et quand ils le peuvent. De désespoir, ils envoient l'élite de leur armée, la cavalerie, dont les fameux lanciers à cheval, dans des attaques suicidaires contre les chars allemands. Ils ne peuvent toutefois empêcher les Allemands d'atteindre la Vistule et les abords de Varsovie au 15e jour de la guerre. Le gouvernement polonais place maintenant tous ses espoirs dans une riposte anglo-française à l'ouest. Il est vrai que les Français lancent une reconnaissance offensive en direction de Sarrebruck, capitale de la Sarre. En réalité, l'opération s'arrête après quelques kilomètres de progression. Les premières tentatives allemandes d'entrer dans Varsovie échouent, car les Polonais déterminés à défendre leur capitale refusent de se rendre. Les Allemands décident alors d'envoyer la Luftwaffe. Les citoyens de Varsovie subissent le même sort que ceux de Madrid et de Guernica en Espagne, de Shanghai et de Nankin en Chine. Varsovie tient toujours bon.
Mais le 17 septembre, les Allemands ont nettoyé le corridor polonais. Des poussées au sud, depuis la Prusse orientale, et à l'est, depuis l'Allemagne, ont resserré l'étau autour de Varsovie, tandis que le sud du pays est envahi depuis la Slovaquie. Le même jour, les Russes envahissent la Pologne depuis l'est sur un large front. Les derniers espoirs de sauver le pays s'évanouissent. Comme la Pologne est paralysée par l'attaque allemande, l'avance de l'armée russe paraît fulgurante, bien qu'elle ait été affaiblie par les purges faites par Staline au sein du corps des officiers supérieurs. Les armées allemandes continuent de progresser vers l'est. 2 jours plus tard, elles rencontrent les Russes à Brest-Litovsk, où les 2 pays avaient signé le traité de paix en mars 1918. Allemands et Russes entreprennent d'éliminer les dernières poches de la résistance polonaise. Mais les Polonais luttent toujours. Varsovie est assiégée, des tracts lâchés par avion exhortent à la reddition. Les pilonnages de la Luftwaffe continuent. Pour finir, tous les services de la ville sont détruits et la Vistule demeure la seule source d'eau. Afin d'épargner d'autres souffrances à la population civile, la garnison se rend le 27 septembre et les troupes allemandes, triomphantes, entrent dans la ville. Quelques soldats polonais réussissent à s'échapper et gagnent la France, où ils mettent une nouvelle armée sur pied. Le général Sikorski, de son côté, forme un gouvernement en exil à Paris. En Pologne même, le dernier noyau de résistance cède le 5 octobre 1939. Les 20 ans d'indépendance de la Pologne sont terminés. Le pays est maintenant dépecé. Les Allemands prennent la partie occidentale, les Russes l'est du pays. La botte nazie se fait bientôt sentir. Le sort de nombreux Polonais capturés par les Russes ne sera révélé qu'en 1943 lorsque les Allemands découvrent les charniers de 4000 officiers polonais à Katyn, dans l'ouest de la Russie. Les Russes ne reconnaîtront ce crime que 45 ans plus tard. Une fois la Pologne détruite, Hitler se tourne vers l'ouest, redéploie le gros de ses armées et ordonne de préparer l'attaque de la Hollande, de la Belgique et du nord de la France pour la mi-novembre. La Grande-Bretagne et la France n'ont pas fait grand-chose pour aider la Pologne. Les Français ont replié leurs troupes de la Sarre derrière la ligne Maginot dès la chute de la Pologne. Ils se sont engagés dans une politique de défense, oubliant que les choix faits dans le domaine de la politique étrangère impliquaient la capacité et la volonté de lancer rapidement des offensives de grande envergure en cas de péril.
De la même façon, les Britanniques hésitent à envoyer une armée importante en Europe continentale, comme ils l'ont fait 25 ans plus tôt. L'équipement adéquat leur fait de surcroît défaut. Néanmoins, comme en 1914, ils envoient 4 divisions. Les Alliés sont persuadés que les Allemands ne pourront franchir la ligne Maginot. En cas d'attaque allemande par les Pays-Bas, ils prévoient donc de pénétrer en Belgique de façon à s'installer sur une nouvelle ligne de défense avant l'arrivée des Allemands. Le front serait alors porté sur la Dyle. Entre-temps, les Alliés commencent à étendre la ligne Maginot au nord du Luxembourg. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, car la neutralité de la Belgique les empêche de se porter sur la Dyle avant l'attaque allemande. Ce n'est qu'un moment de répit avant l'attaque qui semble, cependant, de plus en plus lointaine à mesure que l'hiver paralyse le front occidental. Cette période sera bientôt appelée la drôle de guerre. À Londres et à Paris, on s'attend à une attaque aérienne massive comme celle de Varsovie. En Grande-Bretagne, les enfants des villes sont évacués vers des zones rurales plus sûres. Tous les civils doivent porter des masques à gaz dans la crainte d'une utilisation intensive des gaz par la Luftwaffe. Mais les forces aériennes des deux camps savent parfaitement que les attaques contre les civils peuvent entraîner des représailles. C'est pourquoi la Royal Air Force attaque les navires de guerre allemands uniquement de jour. Mais ses succès sont minimes et un grand nombre de ses avions sont abattus. La RAF décide donc de lâcher des tracts au-dessus de l'Allemagne la nuit. L'hiver de 39-40 est rigoureux et freine les opérations aériennes. C'est uniquement en mer que l'activité est considérable. Depuis le début, il est clair que, contrairement à 1914, la guerre sous-marine sera illimitée. Le premier jour de la guerre à l'ouest, le 3 septembre, un sous-marin allemand coule le bateau Athenia dans l'Atlantique Nord, ce qui coûte la vie à 112 personnes, dont 26 citoyens américains. Les Britanniques organisent immédiatement des convois et déclarent le blocus total de l'Allemagne, mais cette opération prend du temps et la Royal Navy manque d'escorteurs. Avant la fin de l'année, les sous-marins allemands, dont 57 étaient opérationnels lorsque la guerre éclate, coulent plus de 100 navires, surtout des vaisseaux isolés. Parmi les victimes, il y a le porte-avions britannique Courageous. Mais c'est le torpillage du cuirassé Royal Hawk ancré dans les Orcades qui est l'opération la plus audacieuse. En une nuit, le capitaine du sous-marin allemand devient un héros national. Compte tenu du nombre réduit de sous-marins, Hitler décide d'utiliser sa flotte moderne de surface pour attaquer les navires de commerce britanniques. La construction de cette flotte a eu la priorité sur celle des sous-marins. Le Graf Spee, commandé par le capitaine de vaisseau Langsdorff, est parti d'Allemagne au premier jour de la guerre. Il commence à harceler les navires britanniques dans l'Atlantique Sud et l'océan Indien, coulant de nombreux bâtiments. Les Britanniques forment des détachements pour le traquer. Il est finalement repéré par 3 croiseurs en train d'opérer depuis les Malouines. Le 13 décembre, il le chasse des côtes d'Argentine, près de l'estuaire de la Plata. Les navires britanniques le forcent à chercher refuge dans le port neutre de Montevideo. Peu de temps après,
le commandant Langsdorff s'engage dans l'estuaire et se saborde plutôt que d'être coulé par ses ennemis. Quelques jours plus tard, il se suicide. C'est à peu près le seul succès remporté par les armées françaises et britanniques en 1939. Les équipages des deux navires britanniques, l'Exeter et l'Ajax, sont accueillis en héros à leur retour en Grande-Bretagne. Avant la fin de l'année, la Scandinavie appelle l'attention des Français et des Britanniques. Staline craint que la Finlande voisine, qui s'est libérée du joug russe en 1919, ne laisse entrer les armées allemandes. Ce qui serait une menace pour Leningrad et un danger pour le port stratégique de Mourmansk dans l'Arctique. Staline exige donc un échange de territoire et offre à la Finlande une région déserte contre des zones qui protégeraient Mourmansk et Leningrad. La Finlande refuse et les Soviétiques l'attaquent le 30 novembre 1939. Étant donné l'infériorité numérique des Finlandais et leur manque d'armes modernes, une victoire rapide des Russes paraît prévisible. Mais les Finlandais résistent, infligeant de sévères pertes à l'ennemi. Les purges de Staline ont tellement ravagé les rangs des armées soviétiques qu'elles sont maintenant commandées par des officiers inexpérimentés. Timoshenko, un des rares officiers généraux soviétiques à avoir survécu aux purges, attaque de nouveau en février 1940. Son offensive et les attaques aériennes russes commencent à faire sentir leurs effets. Début mars, les Finlandais demandent la paix et sont contraints de céder les territoires, marqués en bleu sur la carte que les Russes avaient exigée à l'origine. Les Finlandais doivent quitter les régions cédées. Pour aider la Finlande, les alliés occidentaux font passer des troupes par Narvik, port situé au nord de la Norvège, pays neutre. La route du fer à destination de l'Allemagne passe aussi par ce port. La marine allemande s'intéresse aussi aux fjords norvégiens pour ses opérations contre la Grande-Bretagne. Hitler ordonne d'élaborer des projets d'invasion. Le 16 février 1940, le destroyer britannique Cossack pénètre dans un fjord norvégien et délivre des prisonniers anglais retenus à bord du croiseur auxiliaire Altmark. Les Allemands ne veulent pas être pris de vitesse. Le 6 avril, leur flotte d'invasion se met en route pour devancer toute occupation alliée en Norvège. La flotte d'invasion allemande est identifiée le lendemain par un avion de la RAF. Les navires britanniques quittent alors leur port d'attache, mais une tempête empêche l'interception. Le 8 avril, des troupes allemandes commencent à débarquer sur la côte norvégienne, y compris à Narvik. D'autres forces débarquent dans le fjord d'Oslo et des parachutistes reçoivent pour mission de protéger le terrain d'aviation de Stavanger. Les armées norvégiennes, mal préparées et faibles, sont prises de court devant ces attaques simultanées. Pendant ce temps, le Danemark est envahi par surprise et rapidement contraint de se rendre.
Le 10 et le 12 avril, des destroyers britanniques pénètrent dans le fjord de Narvik et attaquent les navires allemands. Ils coulent 9 destroyers et perdent 2 des leurs. Des attaques aériennes s'engagent aussi. Celle-ci isole pratiquement l'armée de terre allemande à Narvik. Des armées alliées rapidement mises sur pied débarquent aussi sur la côte norvégienne. Entre-temps, les Allemands entrent dans Oslo et commencent à avancer vers le nord pour assurer la liaison avec leurs forces débarquées sur la côte norvégienne. Grâce à leur supériorité aérienne, ils peuvent isoler les unités alliées qui ont débarqué et les obliger à évacuer leurs têtes de pont les unes après les autres. La reprise de Narvik, qu'ils sont contraints d'évacuer au début du mois de juin 1940, est le seul succès remporté par les Britanniques et les Français. Une fois de plus, les armées allemandes sont triomphantes, mais en juin 1940, des événements encore plus spectaculaires se déroulent à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Pour Hitler, la Norvège est une simple diversion, car son objectif principal est l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique et du nord de la France, qui lui permettra de s'assurer de bases aériennes et maritimes d'où il pourra menacer la Grande-Bretagne. Au cours de l'hiver 39-40, les Alliés pensent qu'Hitler a peut-être changé d'avis concernant l'invasion de l'Ouest. En janvier 1940, un avion allemand portant les plans d'une attaque imminente est contraint de se poser en Belgique. Cet incident a pour conséquence de modifier les projets allemands. Au début du printemps, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, va jusqu'à dire qu'Hitler a manqué le coche. Les plans d'attaque font en fait l'objet de nouvelles discussions dans le camp allemand. L'armée allemande à l'ouest est organisée en 3 groupes d'armées. Le groupe d'armée B du général von Bock au nord, avec le gros des chars, se dirigera sur la Hollande et la Belgique, puis descendra la côte. Le groupe d'armée A du général von Rundstedt le soutiendra sur le flanc sud. Le groupe d'armée C, plus petit, du général von Lieb, restera sur la défensive devant la ligne Maginot. Rundstedt, commandant du groupe d'armée A, et plus spécialement son chef d'état-major, le général von Manstein, conteste ce plan. Il est, selon eux, trop classique et une grande partie de l'armée française risque de ne pas en subir les effets. Le groupe du centre devrait plutôt exercer la principale poussée en direction de la Meuse et forcer le passage entre Namur et Carignan à Sedan, de manière à isoler les armées alliées du nord. Le groupe d'armée B envahirait la Hollande et retiendrait l'attention des Alliés dans le nord, tandis que le groupe d'armée C continuerait à jouer son rôle défensif devant la ligne Maginot. Hitler finit par accepter ce plan à la mi-mars, mais les opérations de Norvège retardent son exécution. La décision des Alliés de concentrer leur défense sur la Dyle, dans la Belgique neutre, en réponse à une attaque allemande, fait le jeu de Manstein. Les Alliés considèrent en effet les Ardennes boisées et vallonnées au sud de la Belgique comme infranchissables par les chars allemands. Les Alliés souffrent aussi d'autres désavantages. La Belgique refuse d'autoriser les troupes britanniques et françaises à franchir la frontière pour s'entraîner
dans la perspective d'une attaque allemande sur le champ de bataille qu'ils ont choisi. Les Alliés, et surtout les Britanniques, ont renforcé leurs armées pendant l'hiver, mais de nombreuses divisions sont mal équipées. Les communications au niveau le plus élevé sont insuffisantes, et le commandant allié, le général Gamelin, est davantage un intellectuel qu'un homme de terrain. Malgré la supériorité numérique des chars alliés, environ 3300 contre près de 2600, beaucoup, comme ces Matilda britanniques, soutiennent l'infanterie et se déplacent lentement. Le char B français est handicapé par sa tourelle à un seul homme. Ce dernier doit simultanément diriger le char et servir le canon. Le point faible des Alliés, c'est la doctrine défensive, née du concept de la ligne Maginot. La guerre éclair, adoptée par les Allemands, la remet entièrement en question. À l'aube du 10 mai, des avions allemands attaquent des bases aériennes hollandaises, belges et françaises afin de détruire le plus possible d'avions au sol. Peu après, les forces terrestres allemandes franchissent les frontières de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg. Au nord, les parachutistes s'emparent des ponts nécessaires à l'avance des chars du général von Bock. Toute une division atterrit sur des terrains d'aviation hollandais et sur des routes pour s'emparer d'autres points stratégiques. Se souvenant de ce qui s'est passé en Norvège, les Hollandais placent des obstacles sur les pistes et infligent de lourdes pertes à l'ennemi. Néanmoins, l'armée hollandaise, avec son armement vétuste, ne fait pas le poids face à la machine de guerre allemande sophistiquée, et une grande partie du pays est envahie en l'espace de 5 jours. Le 14 mai, les Allemands exigent la reddition du port de Rotterdam. Les Hollandais hésitent. Immédiatement, des bombardiers décollent pour attaquer la ville. Entre-temps, Rotterdam décide de se rendre. Malheureusement, il est trop tard pour arrêter les bombardiers allemands et Rotterdam est détruite en grande partie. Une fois encore, les apôtres de la guerre aérienne semblent avoir eu raison. Le lendemain, le gouvernement hollandais capitule. Comme en Hollande, les Allemands doivent affronter les canaux du nord-est de la Belgique protégés par des canons. Des parachutistes lâchés par des planeurs attaquent le fort d'Ebenhemel, la clé de ces défenses. À l'aide d'explosifs et de lance-flammes, ils le forcent à se rendre, à la grande surprise du haut commandement belge qui pensait qu'Ebenhemel était imprenable. Les Allemands pénètrent facilement en Belgique et font bientôt une poussée vers l'ouest.
Les armées belges, de plus en plus épuisées, se replient vers la Dyle. Entre-temps, le 10 mai, l'élite des armées françaises et les Britanniques entrent en Belgique afin de prendre, comme convenu, leur position sur la Dyle. Ils croisent des hordes de réfugiés. Les 7 divisions blindées du général von Rundstedt ont peu de mal à repousser les quelques forces qui s'opposent à elles et traversent rapidement les Ardennes. Le soir du 12, elles atteignent la Meuse et prennent à partie les défenses françaises de la rive ouest. Le lendemain, 13 mai, les Allemands franchissent le fleuve en plusieurs endroits, d'abord avec des canaux pneumatiques, et s'installent sur l'autre rive. Au début, les Français ripostent par des tirs nourris. Néanmoins, les troupes d'assaut allemandes établissent rapidement des têtes de pont sur l'autre rive et construisent des ponts pour permettre aux blindés de traverser. De part en part, l'artillerie allemande pilonne les défenses françaises. Dans le ciel, les bombardiers en piqué font des attaques répétées et les Français finissent par céder, laissant ainsi les blindés faire une percée vers l'ouest. Les attaques aériennes alliées sur les ponts échouent et 35 bombardiers légers britanniques sont abattus en 5 jours. Les Français lancent maintenant leurs 4 divisions blindées. Seule la 4e, commandée par le colonel de Gaulle, contre-attaque avec succès dans la région de Montcornet. Les 3 autres essaient de frapper les flancs les plus exposés des blindés progressant vers l'ouest. Mais une organisation logistique déficiente, des conditions d'emploi critiquables, une instruction insuffisante des équipages ne leur permettent pas de mener des combats efficaces. Les Allemands leur infligent de lourdes pertes. Le 15 mai, les armées alliées au nord tiennent toujours bon contre la pression du groupe d'armées du général von Bock. Le général Gamelin se rend compte de la menace croissante que représente la poussée des blindés de Rundstedt au sud. Il ordonne donc à ses armées de se retirer de la Dyle. Cet ordre soudain surprend les troupes alliées du Nord qui s'opposent efficacement à l'ennemi. Il déconcerte aussi la population locale. Le flot grossissant des réfugiés encombre les routes et rend la retraite encore plus difficile.
Les divisions blindées de Rundstedt continuent leur poussée vers l'ouest, semant la confusion à l'intérieur des terres. Gamelin lui-même est incapable de prendre des décisions. Le 19 mai, il est remplacé par le général Weygand. Au même moment, le maréchal Pétain, héros de Verdun en 1916, devient vice-président du Conseil. Weygand essaie de coordonner les attaques des chars britanniques et français sur les flancs des blindés allemands. Les attaques, parfois vigoureuses, sont chaque fois repoussées. La poussée allemande continue, mais les attaques des chars alliés préoccupent le haut commandement. Et ce, tout spécialement parce que le gros de l'infanterie est resté loin derrière les unités blindées. Les équipages des chars sont épuisés et un arrêt provisoire est ordonné. Mais le général Guderian, un des premiers instigateurs de la guerre éclair, est décidé à ne laisser aucun répit aux Alliés et exerce une nouvelle pression. Le 20 mai, ces chars atteignent la côte de la Manche à l'embouchure de la Somme. Les armées alliées du Nord qui battent en retraite sont isolées. Guderian s'empare du port de Boulogne avant d'attaquer Calais. Une brigade britannique, hâtivement mise sur pied, débarque d'Angleterre pour renforcer les défenses françaises. La garnison renforcée oppose une farouche résistance et des combats font rage pendant 2 jours. Les Allemands finissent par l'emporter et les défenseurs sont contraints de se rendre. L'étau allemand se resserre encore autour des armées alliées du Nord. Elles sont totalement isolées des armées françaises de la ligne Maginot et de celles stationnées au sud de la Somme. La Belgique, presque entièrement envahie, demande un armistice, considérant qu'il est inutile de continuer à résister. Le 27 mai, elle se rend. Cette reddition contraint les Britanniques et les Français à se battre dans un périmètre encore plus réduit. Pendant ce temps, le commandant britannique, Lord Gort, décide que l'évacuation de son armée vers l'Angleterre est le seul moyen d'échapper à la capitulation, car la pression allemande est intense sur la poche alliée de Dunkerque. Les troupes britanniques commencent donc à se replier sur les plages en vue d'être réembarquées. En Angleterre, une importante flotte composée de destroyers, de petits bateaux de plaisance et de ferries est rapidement mise sur pied. Elle traverse la Manche pour embarquer les troupes sur les plages. L'évacuation commence le 27 mai.
Elle bénéficie d'un répit précieux. Hitler a arrêté les chars allemands parce que Göring l'a persuadé de laisser la Luftwaffe porter le coup de grâce aux forces alliées. Plusieurs navires sont coulés, mais les chasseurs de la RAF basés dans le sud de l'Angleterre permettent de continuer l'évacuation. Finalement, comme les plages sont maintenant sous les tirs d'artillerie et que le nombre des navires coulés augmente, il faut arrêter l'évacuation le 3 juin. 220 000 Britanniques et 120 000 Français et Belges sont sauvés et pourront ultérieurement reprendre le combat. Mais ils doivent abandonner leurs véhicules et leurs armes lourdes. De nombreux hommes sont faits prisonniers. La défaite est cuisante. Mais la bataille de France n'est pas encore terminée et les troupes allemandes devront attendre encore avant de savourer les fruits de la victoire. Le 5 juin, tandis que le groupe d'armée C continue à enfoncer les défenses de la ligne Maginot, les Allemands franchissent la Somme et l'Aisne. Comme d'habitude, la Luftwaffe prépare le terrain. Au début, la résistance française est acharnée et les Allemands doivent mener de durs combats pour briser leur tête de pont. Mais bientôt, ils progressent. Les Français se rendent peu à peu, massivement. Les colonnes de blindés continuent d'avancer et Paris est maintenant menacé. Le gouvernement français la déclare ville ouverte le 11 juin pour éviter les dévastations que Varsovie et Rotterdam ont connues. 4 jours plus tard, les Allemands s'emparent de la ville lumière qui leur avait échappé en 1914. Atterrés, les Parisiens en sont les témoins impuissants. Le 16 juin, les Français demandent l'armistice. À cette date, les Allemands ont finalement commencé à attaquer la ligne Maginot qui est cernée par une offensive venant du nord. Les défenseurs français ne peuvent qu'opposer un semblant de résistance. Les Allemands réduisent bientôt les places fortes. Puis, ils occupent la ligne Maginot. Le bastion imprenable de la France tombe. La situation française s'était aggravée le 10 juin, lorsque Mussolini, resté en dehors du conflit malgré la pression d'Hitler, eut déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. 10 jours plus tard,
N'anticipant que peu ou pas d'opposition, ses troupes envahissaient le sud de la France. Mais celles-ci se sont heurtées à la résistance farouche des divisions alpines et n'ont pu progresser que lentement et au prix de lourdes pertes. Même si les Britanniques doivent évacuer leurs armées de France, ils essaient d'envoyer un autre corps expéditionnaire, cette fois à Cherbourg. Ce dernier comprend une division canadienne, mais il est trop tard et les troupes doivent retourner en Angleterre. Même si elles avaient pu débarquer, il est peu probable que cela aurait changé le résultat. Elles étaient trop faibles et trop mal équipées pour résister aux Allemands aguerris. Churchill, devenu Premier ministre, le 10 mai, jour de l'invasion de l'Ouest par les Allemands, réalise maintenant que la Grande-Bretagne est la prochaine cible d'Hitler et commence à se préparer en conséquence. De leur côté, le 22 juin 1940, à Rotonde, les Français prennent place dans le wagon même où les Allemands avaient dû signer l'armistice de novembre 1918. C'est la dernière des humiliations pour les Français, mais un moment de suprême triomphe pour Hitler.